Pour plonger dans ce futur plus désirable, nous avons la chance d'avoir 3 personnes de grande qualité qui vont répondre à mes questions. Robin Rivaton, à ma gauche, vous êtes CEO de Stonal et essayiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Axel Nevers, vous êtes directeur de l'Université de la Ville de demain. Et enfin, Bérengère Auster, je ne sais pas pourquoi je vous présente en dernière, vous êtes une femme, mais vous êtes Managing Director France de Wüest Partner. Soyez la bienvenue. La Smart City, Robin, on commence par vous. C'est votre dada depuis bien longtemps. Vous avez écrit un livre sur l'immobilier de demain. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles sont les transformations que vous observez qui sont déjà à l'œuvre selon vous ? Il faut d'abord nuancer l'effet technologique, c'est-à-dire que beaucoup des innovations qui font qu'une ville est agréable à vivre ne tiennent pas à la technologie. Et c'est pas parce qu'on va avoir multiplié les capteurs, la data qui est collectée et puis des traitements automatisés de cette data qu'on va rendre nécessairement la ville plus agréable et plus attractive. C'est pourtant l'idée qui est installée dans l'imaginaire collectif. Oui, alors on est revenu dessus avec beaucoup d'innovations qui sont des innovations plus simplistes, plus low-tech, en tout cas à l'échelle de la Smart City. Et puis il y a eu une vague de critiques assez forte, notamment avec autour des mobilités douces, où il y a eu, on s'en est rendu compte, beaucoup de gaspillage autour de la promotion de certaines mobilités douces. Je pense par exemple aux trottinettes qui ont été chassées finalement des centres-villes sans que ça crée tant que ça une désaffection ou en tout cas une dégradation de la vie dans l'espace public. Donc aujourd'hui, on est revenu un petit peu là-dessus. S'il y a un point par contre qui continue de se maintenir et qui est très important, c'est qu'une ville qui est attractive, c'est d'abord une ville qui est sécurisée. Et ça, aujourd'hui, on a eu un glissement qui s'est opéré du point de vue de la Smart City vers ce qu'on a appelé la Safe City, notamment avec des villes asiatiques et de plus en plus aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui est revenu très très fort, notamment post-Covid, où vous avez eu une très très forte montée de la délinquance post-Covid. Et beaucoup de villes ont réinvesti dans des outils, non pas pour aller optimiser les feux rouges, mais plutôt pour s'assurer que les riverains soient tranquilles. C'est quand même la vocation d'une ville. Axel, je vous vais écouter avec attention. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Romain ? Et allons un peu plus loin. À quoi ressemblera-t-elle cette ville du futur ? Et sur quelle conviction est-ce que vous vous appuyez pour nous en parler ? Non ? Et là, c'est bon, ça marche. Bon, moi, j'avais prévu de faire un plaidoyer contre la Smart City, mais je vois que Romain s'y est déjà collé, entre guillemets, en partie, puisque je pense qu'il y a un imaginaire qui est né il y a une quinzaine d'années autour de cette Smart City, qui a été porté notamment par des grandes entreprises du numérique qui ont fait des promesses assez importantes aux collectivités autour de l'optimisation des usages, notamment les transports, la gestion des déchets, gestion de l'énergie. Et on se rend compte que le résultat, 15 ans plus tard, il est un petit peu au milieu du chemin, quoi. On a eu des grands échecs, quelques avancées qui sont matérielles aujourd'hui, mais beaucoup d'espoirs déçus. Donc ça, c'était un premier point qui me paraissait important. Et la Smart City, en fait, moi, j'aime beaucoup plus le terme en français de ville intelligente. Même si, pourquoi cette rhétorique ville intelligente Smart City ? Parce que Smart City, en fait, ça fait appel à cet imaginaire technologique et exclusivement technologique, ouais. Alors qu'en fait, la ville qui est ici, elle va avoir à faire face à des défis qui sont assez colossaux. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'autres ressources que technologiques pour affronter ces défis qui sont devant nous, notamment environnementaux. Pour construire cette ville intelligente, comme vous dites, il ne faut pas que des idées, il faut aussi des convictions. Comment est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous avez une méthode que vous appliquez ? Alors, juste en préambule, nous, on n'est pas un think tank, on n'est pas des experts, on est la Fondation Palladio, et notre mission, c'est d'accompagner les acteurs de la ville. Donc, on vous écoute et on essaye de partir plutôt de ceux qui font la ville pour essayer de lancer des initiatives collectives. Et donc, c'est ce qu'on a inventé en créant, en 2019, l'Université de la Ville de demain. En fait, on utilise le prétexte d'un huis clos, où on invite 200 des grands leaders qui ont en charge la ville en France, pour, dans un joli décor à Chantilly, les stimuler et leur mettre de la matière à réfléchir pour lancer des coalitions d'actions concrètes qui changent la ville parce qu'ils décident de s'y mettre tous ensemble. Donc ça s'appelle les actions collectives. Et notre idée, c'est de partir de la base, de partir des acteurs, de ne pas partir sur des grands concepts pour dans 15 ans, mais d'identifier des initiatives qui ont un fort impact et qui peuvent passer à l'échelle grâce à la mobilisation collective. C'est le concept des actions collectives.
Bérangère, l'intelligence artificielle, l'IA, elle trouve dans ces villes intelligentes dont on parle un terrain évidemment extrêmement fécond. Quels sont les atouts de l'IA pour toute l'industrie immobilière ? Ils sont bien évidemment très très nombreux, mais si je devais en retenir qu'un, c'est celui de faciliter la prise de décision, ou en tout cas de la rendre plus rapide, et puis aussi d'éviter le biais cognitif. Voilà, donc c'est de pouvoir prendre des décisions davantage rationnelles et sans se laisser influencer. Ça va être par exemple un expert immobilier qui va aller évaluer un actif. Si la météo est mauvaise, est-ce que son jugement ne va pas être altéré par justement le fait que la météo est mauvaise ou qu'il a passé une mauvaise journée? Voilà, c'est de dire finalement la data, on peut l'utiliser et on peut avoir une visibilité qui va être davantage objective. Voilà. Alors quelques chiffres, Robin Rivaton, j'ai lu que 7% des entreprises du secteur immobilier utilisaient déjà une technologie de l'IA. Je ne sais pas si ce chiffre est désuet, un peu ancien ou non. En tout cas, ça me semble déjà énorme. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Comment est-ce que l'IA ruisselle un petit peu partout dans nos vies, dans nos villes, sans qu'on s'en rende compte? L'intelligence artificielle, ça veut tout dire et rien dire. Aujourd'hui, si on doit définir trois grands chapitres de l'IA, vous avez de l'IA qui va être utilisée dans un mode de machine learning. Donc vous apprenez à une machine, à un algorithme de reproduire une tâche faite par un humain. C'est un entraînement, ça dépend beaucoup du jeu d'entraînement plus que du modèle sous-jacent. Les machines ont l'avantage de pouvoir répéter la tâche beaucoup plus vite que nous. Elles ont surtout la capacité à être honnêtes, c'est-à-dire que si vous confiez une tâche à quelqu'un dans vos équipes, il vous dira qu'il a fait 100% juste. La machine aura la modestie de vous dire quand elle s'est trompée ou quand elle n'est pas sûre de l'extraction d'une data ou de la classification d'un document. Et donc aujourd'hui, on utilise beaucoup ces technologies-là pour faire de la classification de documents, de l'extraction d'informations à l'intérieur d'un document, du transposage d'un format à un autre format. Donc plein de tâches invisibles sur lesquelles l'être humain est objectivement pas très performant. En tout cas, c'est pas la meilleure façon de mobiliser notre intelligence. Ça, c'est le machine learning. C'est assez vieux, ça a 10-15 ans, on va dire. En tout cas, on sait aujourd'hui. Et ça dépend beaucoup du volume d'entraînement. Donc si vous n'avez pas un bon jeu d'entraînement à la base, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous donne beaucoup de documents, même si vous avez le meilleur algorithme du monde, il ne marchera pas très bien. Le deuxième type d'utilisation ou de traitement lié à l'intelligence artificielle sont des IA qu'on va qualifier de prédictives. Donc on va donner des données à un algorithme et on va lui dire, à partir de ces données, fais-moi un jugement, fais-moi une prédiction sur le futur de qu'est-ce qui peut advenir. Et là, donnez-nous un exemple. Ça peut être une optimisation des feux rouges dont je parlais tout à l'heure, ça peut être une simulation des valeurs immobilières dont on parlait précédemment. Et là, le modèle va être très important, le jeu de données va être important, mais le modèle va être très important parce que ce modèle, vous allez mettre des hypothèses dedans. Et donc les hypothèses peuvent faire varier beaucoup la prédiction du modèle, évidemment. Vous avez un troisième type d'IA, on va dire, qui a un peu pris le monde de vitesse ces 2 dernières années, qui est ce qu'on appelle l'IA générative. Donc c'est des modèles qui vont avoir la capacité de produire du contenu, alors du texte, des images. Et ça, c'est des choses qui est extrêmement intéressante parce qu'on va pouvoir incorporer ces IA générative dans des processus métiers très forts. J'en donne un en exemple en gestion locative. Vous avez aujourd'hui, on a forcé les gens dans la gestion locative à vous faire des tickets de maintenance dès qu'ils avaient des problèmes. Donc on leur a dit au début, ils écrivaient en champ libre et on n'arrivait pas à lire ce qu'ils écrivaient. Donc on a fait des petites cases pour leur dire décrivez-moi précisément quel est le problème. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on pourrait tout simplement envoyer une photo d'un problème, même un audio d'un problème, et on peut avoir un agent, comme on appelle ça, c'est un modèle qu'on aura programmé sur une tâche spécifique, qui est capable de dire, en fait, ce que je vois, c'est un défaut dans le chauffe-eau, et donc il faut faire ça, ça, ça. Donc ça, c'est les 3 buckets, je dirais, ou les 3 chapitres de l'intelligence artificielle qu'on a qui est appliqué à l'immobilier. 7%, c'est bien, mais ça me paraît absolument pas très élevé. Ça devrait être 100%, parce que ces technologies-là, notamment les technologies de machine learning, sont matures, elles fonctionnent extrêmement bien, et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus pénible pour quelqu'un de se prendre des documents, d'aller chercher une petite case d'un document et de le remettre dans un Excel. Vous faites une faute tous les 70 caractères et une faute tous les 45 chiffres et vous pouvez avoir la personne la plus motivée du monde. C'est impossible, c'est un métier extrêmement pénible. Axel, quelle place l'IA occupera-t-elle dans les villes du futur à horizon 5 ans, selon vous? Est-ce qu'on est à l'aube d'une véritable révolution? Alors, moi, à titre personnel, j'en sais rien du tout. Parce que la question que j'ai envie de poser, y compris à Robin, c'est qu'en fait, reprenant les propos de Pierre Vels, qui a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle Bifurcation, il nous explique qu'en gros, on a 25 ans pour répondre aux grandes transitions urbaines. Et la question, ça va être de définir collectivement l'effort sur lequel il va falloir aller prioritairement, parce que dans ce monde-là, qui est de plus en plus contraint, il va falloir faire des choix collectifs sur
les priorités qu'on va mettre. Mais l'IA qu'on va mettre nous en aider à face. faire ces choix, justement. Pour moi, la question, c'est est-ce que si l'IA répond aux finalités, et les finalités, c'est décarboner, c'est optimiser les processus, c'est libérer du temps potentiellement pour les humains, pour d'autres activités à plus haute valeur ajoutée. Si l'IA est capable de remplir ses promesses, alors elle existera, elle se déploiera naturellement. On va demander à Bérengère ce qu'elle en pense. Est-ce que l'IA peut jouer un rôle essentiel en matière de décarbonation, justement ? Alors déjà, moi, je réponds du point de vue de ma société, qui est une société d'expertise immobilière, de conseil en développement durable et développement de solutions logicielles pour les professionnels de l'immobilier. Donc ça n'engage encore une fois que moi et ma société et la façon dont nous, aujourd'hui, on utilise l'IA dans nos missions. Donc dans les missions de conseil en décarbonation, je dirais que le principal avantage de l'IA, c'est d'être un accélérateur. Déjà parce que ça nous permet d'avoir une meilleure vision de la situation de départ, de nos actifs, des portefeuilles. Parce que, comme Robin le précisait très justement, ça nous permet de disposer d'un set de données qui vont être derrière utilisés pour construire des modèles prédictifs. Et on va pouvoir élaborer des algorithmes qui vont nous permettre finalement de prédire l'évolution des OPEX, l'évolution des CAPEX, d'avoir une visibilité sur les risques. Et donc finalement, ces technologies, tu le disais, sont finalement assez anciennes pour la plupart, notamment sur la partie du machine learning. Mais par exemple, nous, on utilise au sein de nos solutions logicielles, tout bêtement, l'image recognition. Et donc derrière, on peut prendre une photo avec une application et ensuite cette image, elle est reprise, elle est intégrée dans les éléments de construction du bâtiment et elle va servir à mesurer, à évaluer, je dirais, l'état de l'actif. Donc voilà, on l'utilise. Alors c'est des petites choses. Ça va être, par exemple, effectivement, cette image recognition. Ça va être, comme tu le disais très justement, l'extraction des données sur un PDF et le fait que ce soit derrière répertorié et catégorisé. Voilà. On va aussi l'utiliser pour calculer les émissions de CO2 quand on ne dispose pas de toutes les consommations énergétiques et puis on va modéliser ça. Donc je dirais que en quoi ça supporte la décarbonation ? Tout simplement parce que ça nous aide à partir d'une situation de départ et construire une trajectoire. Vous êtes donc en train de nous dire que l'IA peut être un accélérateur de la transition énergétique, c'est bien ça ? Alors, accélérateur, oui, mais c'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que l'IA, c'est la seule façon d'accélérer la transition énergétique. Il est évident que l'innovation, l'investissement dans la R&D sont aussi effectivement très, très importants. Après, oui, j'aurais tendance à penser que c'est effectivement un accélérateur, parce que ça nous permet d'améliorer effectivement... donner davantage de visibilité, mais surtout de favoriser la prise de décision. On sait que les professionnels de l'immobilier ont à prendre un nombre de décisions extrêmement importantes, que les décisions d'investissement sur leurs actifs ont un impact sur la durée, un impact très important. Donc, pour moi, le fait de nous donner des indicateurs, de construire des benchmarks, d'avoir des analyses qui soient davantage automatisées, que ce soit par exemple sur l'évaluation d'une localisation, la détermination d'un profil de qualité d'un actif, ou l'évaluation des risques environnementaux, ou typiquement la mesure de la résilience des actifs face aux aléas climatiques. Tout ça, pour moi, ça participe et ça concourt effectivement à davantage de transparence. Robin, vous êtes d'accord ? IA, data, accélérateur de la transition énergétique ? Oui, accélérateur de beaucoup de mutations et aussi la conséquence de ces mutations. Quand aujourd'hui on veut effectivement automatiser un certain nombre de tâches, c'est aussi parce qu'on a une pyramide des âges qui est inversée dans beaucoup des métiers de l'immobilier. Donc il faut être très conscient qu'on ne sera pas capable de faire face à plus de charges, plus de travail à fournir pour être en capacité de faire face à cette transition climatique avec un nombre de ressources qui est en réduction. Aujourd'hui, quand on réfléchit à la transition climatique, l'objet, il est quoi ? Il est de mieux cibler les dépenses. Je le répète souvent, mais on nous dit parfois il faut 1000 milliards d'investissements sur le parc locatif. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, on fait 100, on fera peut-être 115 si on est incroyablement dispendieux. Et la question, c'est comment ces 115 sont utilisés au meilleur endroit. Et c'est là où l'IA a un rôle, et l'IA ou les technologies en général ont un rôle à jouer. C'est qu'ils nous permettent de nous dire à quel endroit les 115 vont faire un effet de levier égal aux 1000 que si on aurait dépensé sinon. Et c'est ça qui doit nous guider, parce que si on est toujours dans l'idée de se dire que en fait, il faut faire 1000, on n'y fera jamais. Donc en fait, aujourd'hui, ces technologies ont la capacité de nous aider à choisir là où on doit mettre les efforts pour faire en sorte que la transition environnementale soit supportable, soit efficace et soit supportable du point de vue économique, parce qu'on ne multipliera pas par 10 ou par 15 ou par 100 le montant des travaux annuels dans nos sociétés, que ce soit les établissements publics, que ce soit les gestionnaires privés, que ce soit les particuliers.
À vous écouter tous les trois, on a quand même l'impression que l'IA, c'est un levier absolument exceptionnel sur lequel il faut absolument s'appuyer. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques, des points de vigilance? Est-ce qu'il faut autant s'emballer, Bérengère? Moi, je penserais une conséquence un peu indirecte, c'est que finalement, là, en améliorant, je dirais, les reporting ESG, en facilitant ces reportings-là, on apporte davantage de transparence, mais aussi on peut avoir un effet contre-productif qui va être de finalement amener les investisseurs à prendre des décisions, je dirais, de cession, des arbitrages, parce que la notation ESG n'est pas bonne, parce qu'on anticipe une perte de valeur sur le long terme. Donc finalement, au lieu de procéder aux investissements qui sont nécessaires, finalement, est-ce que ça ne va pas contribuer d'une certaine manière à mettre sur le marché des actifs qu'on considère finalement déclassés ou qui vont devenir des actifs obsolescents. Donc il ne faudrait pas que ça ait cette contrepartie-là. Je ne dis pas que ça l'a, mais je dis que ça peut. Et que ça peut être un risque. Et qu'au contraire, ce qu'il faut, c'est que ça soit au contraire, ça favorise justement l'allocation des investissements au bon endroit, effectivement de manière mesurée, parce que encore une fois, ils sont limités, mais aussi que derrière, ça se traduise dans la valeur des actifs. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours être en décote, qu'à un moment, on soit aussi à valoriser, je dirais, en premium, les actifs verts. Donc l'IA peut être utilisée pour répondre aux exigences de reporting ESG? Oui, mais c'est déjà le cas, d'ailleurs. Mais ça va, selon vous, s'accélérer? Ah oui, très certainement. Après, on parle du futur, mais là, c'est 2030. 2030, c'est dans 6 ans. Donc, concrètement, on y est déjà. Donc, pour moi, à moins d'une cause exogène incroyable, on est plutôt sur une continuité des tendances actuelles. Et c'est déjà bien entamé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'ignore le fait que ça peut être un facilitateur, que ça peut être aussi un moyen de fiabiliser les analyses. Excel, on sait, dès qu'on ouvre un Excel, on fait déjà une erreur dans une cellule. Enfin, voilà. Donc, ça permet de fiabiliser les outils de travail. Ça permet de gagner en efficacité. Donc, Robin Rivaton, est-ce que l'IA peut aider à la création de véritables innovations de rupture dans le domaine de l'immobilier? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Je ne pense pas que la technologie fera bouger les choses tout seul. Ce qui fera bouger les choses dans le secteur de l'immobilier et ce qui l'a fait bouger, c'est la régulation, beaucoup plus que la technologie. La technologie par elle-même, elle est un moyen d'atteindre les objectifs fixés par la régulation, mais elle ne fera pas les choses toute seule. Et la question aujourd'hui, c'est encore une fois, comment on fait en sorte que cette régulation soit tenable dans un horizon qui soit supportable du point de vue des 25 ans ou des 50 ans ou de l'objectif de transition climatique qui est le nôtre, et qui soit cohérent et réaliste d'un point de vue économique et financier. Mettre des objectifs qui ne sont pas réalistes, c'est se donner la meilleure chance de ne pas les atteindre, et IA ou pas IA, c'est pas une question de technologie, c'est une question de capacité des acteurs. Aujourd'hui, on a des outils technologiques, et bien au-delà de l'IA, encore une fois, je pense qu'il y a plus d'efficacité dans la transition climatique des bâtiments et des villes quand les prix des batteries sodium sont divisés par 2, comme ça a été le cas l'année dernière en Chine, que par les technologies de l'IA. Donc il faut savoir raison garder et bien savoir ce qu'on peut faire avec ces outils-là. C'est un outil qui fait partie de la boîte à outils pour lutter contre le changement climatique, mais le changement climatique, il doit être, et il est impulsé par la régulation, et ces outils permettent d'atteindre ces objectifs, encore une fois, s'ils sont réalistes à la base. Un mot, Axel Nevers, si vous le voulez bien, des enjeux sociétaux de la ville de demain. Comment est-ce que vous voyez les choses et comment l'immobilier peut résoudre et répondre à ces enjeux? Alors moi, je voudrais faire appel à une théorie ou une vision de la ville qui s'appelle la ville relationnelle. La ville relationnelle de Sonia Lavino. Dans toutes ces grandes transformations, donc on va vivre 25 années à marche forcée pour traiter un certain nombre de sujets qui sont devant nous. On a parlé des problématiques environnementales, on doit aussi pouvoir parler de la biodiversité, qui est un vrai sujet, de la façon dont on va adapter nos villes au changement climatique pour leur permettre d'encaisser les chocs. Donc si on fait la liste des choses qu'il va falloir traiter dans les 25 prochaines années pour vivre confortablement en ville en 2050, on a besoin d'une mobilisation à tous les niveaux, de tous les acteurs qui fabriquent la ville. Donc ça, c'est notre conviction, c'est qu'il va falloir qu'on se retrousse tous les manches. Et quand on dit, par exemple, que la technologie est un outil, ça nécessite aussi d'investir dans la recherche et le développement. Et on a vu, avec les études notamment d'EY sur l'immobilier, qu'il y a un déficit historique de R&D dans l'immobilier. Donc ma question, c'est qui sont les acteurs qui doivent prendre en charge
qui prennent la responsabilité d'identifier ces innovations qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et en surplomb de tout ça, un sujet qui nous est cher à la Fondation Palladio, c'est l'isolement et la solitude dans la ville. Et donc quand on parle de ces grandes transformations sociales, il ne faut pas oublier que ces transformations, elles doivent à un moment donné fournir des effets bénéfiques additionnels au simple sujet environnemental. Donc comment on fait pour recréer un imaginaire collectif souhaitable? Comment on fait pour recréer de la relation en ville, puisqu'on sait depuis les Harvard Studies aux États-Unis que le principal levier du bonheur des humains, c'est la qualité des relations et l'intensité relationnelle qu'il a dans sa vie. Comment on fait pour que ces villes retrouvent des fonctions qui permettent aux urbains de s'y sentir bien? Mais justement, IA et bonheur, c'est quand même difficilement compatible, Robin, non? La question n'était pas prévue. Non, mais je pense que c'est totalement compatible. Encore une fois, c'est un outil, donc il ne faut pas oublier la finalité de cet outil. Ça peut avoir des débordements, ça peut participer à cet isolement qu'on voit poindre dans les villes et particulièrement dans les plus grandes villes. Et donc il ne faut surtout pas que ça nous enferme dans ces schémas-là. Mais ça reste un outil qui peut être évidemment positif, comme tous les outils peut être aussi mal utilisé. Et bon, on a souvent la facilité de lister tous les points noirs plutôt que de voir les avantages d'une technologie. En l'occurrence, cette technologie aujourd'hui est en capacité de répondre aux défis qui viennent d'être listés. Donc je pense qu'il faut effectivement investir dedans. Et on ne le fait pas assez, et aussi parce qu'on a une tendance, notamment en France, à essayer de faire de l'IA très très conceptuelle, alors que c'est des outils qui peuvent être intégrés dans le quotidien de manière beaucoup plus pragmatique. Quelles sont les villes futuristes qui vous font rêver, Axel? Plutôt The Line ou Copenhague? Je pense que vous avez Quelles déjà sont la celles réponse. qui utilisent le plus The Line? Non, non, pas tellement. Non, mais après, ça c'est compliqué parce qu'il y a des modèles qui émergent et il y a des cultures qui émergent de la ville. Nous, on a un modèle européen. C'est celui qui a émergé pendant 50 siècles dans les sociétés développées. Il y aura 2 fois plus d'urbains demain. Ces 2 fois plus d'urbains seront globalement dans les villes du Sud et seront pour partie dans des villes nouvelles. Qui va dicter l'imaginaire collectif de ces nouvelles villes de demain? Probablement pas les Européens. Parce qu'en plus, on n'a pas forcément ces leviers d'influence-là aujourd'hui en termes d'hégémonie culturelle, relationnelle, géopolitique et autres. Donc il faut rester à notre niveau relativement humble par rapport à la ville du futur dans les pays du Sud. La ville du futur chez nous, elle est déjà là. La question, c'est comment avec ce qu'on a là, sous la main, on va faire beaucoup mieux pour répondre à nos besoins. C'est ça le plus grand défi de l'immobilier, selon vous, pour les années à venir? Oui, alors le défi, j'y réfléchis un peu parce qu'on a eu la question au préalable. Pour moi, le principal défi de l'immobilier, si on arrive à l'actif, c'est qu'en fait, l'actif immobilier va devoir se transformer en un immobilier actif, un actif pour la ville, un actif pour les urbains. Et donc, il va devoir remplir beaucoup plus de fonctions que ce qu'il a eu. Et je sais que c'est pas pratique quand on est un allocataire d'actifs ou de fonds. C'est qu'on aime bien des choses simples, lisibles, qu'on peut catégoriser et mettre dans des cases. Pour moi, l'actif de demain, l'immobilier de demain, il va être beaucoup plus complexe. Il va produire de l'énergie, il va intensifier ses usages. On en a parlé, chaque mètre carré doit être beaucoup plus utilisé. Il y a une sous-utilisation massive des mètres carrés existants. Il va devoir potentiellement fournir des usages pour les urbains proches et les habitants proches de l'actif en question. Il y a toute une série de choses qu'il va devoir apprendre à faire et qui ne fait pas très bien aujourd'hui. Être une banque de matériaux, par exemple, aussi, pour faire la ville sur la ville. Bérengère, Robin, le principal défi de l'immobilier, et puis on va passer aux questions de la salle. Moi, je mentionnerais juste l'évolution des métiers et l'évolution finalement des professionnels de l'immobilier. Je citerai le métier d'asset manager qui évolue énormément et on voit qu'il va être aux générations de se former. Aujourd'hui, on leur demande de plus en plus de choses et donc pour moi, le principal défi, ça va être d'être capable de former des professionnels de l'immobilier capables de relever ces défis-là et capables d'utiliser ces outils. Moi, je crains que l'immobilier de demain soit très figé, notamment parce qu'on a des PLU et des volontés de chacun des acteurs locaux en place dans les villes de ne pas du tout faire bouger leur immobilier, alors même qu'ils devraient le faire muter. Et on est tous un peu responsables de ça, sauf qu'on nous a donné les pouvoirs de le contester de plus en plus, et donc ça fait qu'on a des villes, notamment en Occident, qui seront de plus en plus figées. Donc je ne me permettrai pas de jeter un anathème sur ce qui se fait dans les autres métropoles, notamment du Sud. Merci à tous les trois, vous restez avec moi, on va prendre quelques questions de la salle.
Le petit micro est là. Bonjour. Jusqu'alors, on a supposé une vision où l'IA et la data donc, seraient au service de la transition environnementale. En revanche, cette data et cette utilisation de l'intelligence artificielle, ça implique la multiplication aussi de data centers, avec ce qu'ils impliquent de pollution, de nuisances. Comment aujourd'hui vous pensez la multiplication de ces lieux et leur intégration au territoire qui les accueille ? Merci beaucoup. Alors, l'usage de l'IA qui est directement relié au data center reste comparativement assez faible comparé aux data centers de stockage de la donnée qui sont là pour non pas faire tourner des modèles d'IA, mais alimenter les vidéos YouTube de chacun de nous tous. Donc, faut bien spécifier les choses. Aujourd'hui, la classe de data center devient un objet important puisque la data et l'informatique deviennent une composante primordiale de nos vies. Il y a des progrès qui sont quand même extraordinaires dans cette classe d'actifs et dans ces usages, avec une condensation et des cartes et des machines, des méthodes de refroidissement qui consomment de moins en moins. Donc là aussi, je pense que les bénéfices de la technologie dont on a usage tous les jours, chacun d'entre nous, dépassent largement le fait d'avoir ces installations. L'objectif, c'est de mieux les intégrer dans les paysages urbains et dans les tissus, notamment avec l'utilisation de la chaleur fatale et une limitation des ressources en eau quand ils sont dans des territoires qui consomment, ça consomme beaucoup d'eau pour notamment les techniques de refroidissement. Et dernier point, le problème avec les data centers, c'est que si jamais on installait des data centers un peu sur tout le territoire et que par malheur il y avait un data center qui brûlait, et c'est déjà arrivé il me semble, et que quelqu'un perdait ses données, il serait le premier à hurler au scandale. Et donc malheureusement, quand on veut une redondance des données, il faut installer les data centers les uns à côté des autres, et c'est pour ça qu'on a un maillage de data centers au même endroit, sur les mêmes territoires. Et je peux comprendre que ça crée des nuisances, mais c'est aussi parce que derrière, c'est ce qui nous permet à tous d'avoir ces petits mails le lendemain matin et d'être sûr qu'ils ne sont pas disparus dans la nuit. Eh bien, je crois qu'on peut vous applaudir très chaleureusement, tous les trois. Merci infiniment de nous avoir projetés dans ce futur un peu plus désirable.